Hem, alors comment j'en suis arrivé là? Pourquoi je suis ce que je suis? C'est que, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est que je suis très, dispersé, je pars dans tous les sens tout le temps, je ne sais pas faire grand-chose et du coup, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi tout le temps donc je pense que c'est un problème à la base, mais c'est devenu peut-être une qualité, je ne sais pas, mais dès l'école primaire, j'étais comme ça. Donc j'ai besoin de gens autour de moi et ce qui fait que, bah, oui, il faut tout le temps que j'ai des gens autour de moi, j'ai toujours besoin d'alimenter les réflexions, de partager, de rencontrer des gens voilà. Donc finalement, bah, même dans la partie, professionnelle, ça a été comme ça, et j'ai eu plein de circonstances, qui ont fait que je me suis trouvé, aussi par hasard à certaines situations. Alors on peut dire que c'est par hasard ou parfois que la chance on la provoque ou que le hasard on le provoque, mais voilà, donc j'ai commencé par l'enseignement tout au début, et puis je suis pas resté très longtemps parce que c'était trop cadré pour moi justement et puis il y avait trop de préparation et puis c'était trop la même chose tout le temps voilà, je suis venu sur Grenoble à l'époque là pour rencontrer mon épouse et puis, comme automaticien, voilà, progressivement j'ai progressé dans une entreprise et puis on a commencé à me donner des responsabilités un petit peu, parce que, bah, si je remonte très longtemps en arrière, en 2003, hein, il y a eu une crise économique, et là, on m'a dit: «Bah, tu vas être au chômage partiel», et j'ai dit: «Bah, non, je ne vais pas être au chômage partiel parce que je ne saurais pas quoi faire, donc ce que je propose, c'est que vous me donniez une voiture et puis je vais faire du commerce. J'en ai jamais fait, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais essayer, quoi». Et puis voilà, donc j'ai eu plein d'étapes comme ça ça a commencé par du commerce et puis après, je me suis trouvé du boulot pour moi, après j'en ai trouvé un peu pour d'autres et puis on m'a confié un peu des missions de management et là, dans le management, j'ai complètement accroché, sur ce travail en équipe, où ça me plaisait. Donc j'ai fait une grande partie de ma carrière dans un grand groupe où j'avais un dirigeant qui me laissait beaucoup de place, un patron qui me laissait beaucoup d'autonomie, heu et qui me laissait développer les choses comme je le sentais. Donc ça s'est super bien passé pendant un paquet d'années. On a filialisé l'activité, ça a grossi, on a racheté des entreprises. Je me suis retrouvé responsable d'une filiale, donc c'était dans le groupe Engie, ce qui est devenu Engie, qui s'appelait pas encore Engie à l'époque voilà, là, avec ce côté, management collaboratif, travailler ensemble, enfin j'ai eu parfois des belles rencontres aussi parce que, c'est vrai, les crises souvent font qu'on découvre des choses pareil beaucoup plus tard, c'est quoi la période de la crise de l'internet là, 2001, où, là aussi on s'est retrouvé en sous-activité, chômage partiel, on me demandait de licencier des gens et à ce moment-là, en discutant, on s'est rendu compte, alors j'ai pu à l'époque le camoufler même au patron, je pense que ça aujourd'hui, ça sera absolument impossible et que on se ferait dégager très vite. Ce c Finalement, en équipe, on était 80 à peu près dans la filiale il y avait des cadres autonomes, donc c'était au début là, tout au début des 35 heures, hein, donc des cadres autonomes, des techniciens globalement, en travaillant ensemble, en réfléchissant ensemble, on a réussi à éviter le chômage partiel, on a réussi à éviter les licenciements, pas le chômage partiel. On a réussi à éviter les licenciements parce que les gens se sont mis à échanger des heures, se sont donné des jours, se sont donné des congés de manière complètement spontanée. Heu et au final, on a passé la crise, enfin, c'est les salariés eux-mêmes qui ont passé la crise finalement et le seul engagement que moi j'avais pris, c'était de dire, dès que ceux qui ont fait cadeau de leur temps, qui ont fait don de leurs heures, qui ont travaillé plus alors que d'autres, n'avaient pas de travail, pour qu'on arrive à équilibrer tout ça. L'engagement que je prends, c'est que dès que ça va bien à nouveau, tous ceux qui ont perdu, ça sera compensé par des primes. Et là, j'ai vu une cohésion d'équipe qui était complètement gigantesque, quoi. On a une solidarité incroyable et dans les difficultés, on est arrivé, si on se fait confiance, on arrive vraiment à faire des trucs incroyables. Et là, mon patron qui, lui, je pense sincèrement, il a fermé les yeux, hein,
parce que c'était au-dessus que ça, qu'il y avait plus de risques et et voilà et ce dirigeant-là a été muté, à Paris, il a été promu et là, je me suis retrouvé avec un nouveau, dans lequel, bah, ouais, l'impression d'être revenu à l'époque de Zola, quoi, grosso modo et ça me convenait plus. Donc j'ai décidé lui là par contre on me reprochait par exemple oui d'être trop proche de mes salariés, d'être trop familier avec les salariés, de faire la bise aux filles, alors que j'étais pas beaucoup plus âgé que, j'étais plutôt dans la moyenne d'âge de l'entreprise finalement et c'était des questions qu'on ne se posait pas du tout. Voilà, donc la choc culturel, finalement, bah, j'ai négocié mon départ, pour une création à la base, en me disant: «Bah, moi, ce que j'ai envie, c'est d'expérimenter et ce que j'ai ressenti là, ce que j'ai vécu dans la boîte, ce qui marche bien, j'ai envie de le faire ailleurs». Donc au départ par une création, d'entreprise et un petit peu par hasard aussi dans le cadre des rencontres, j'ai rencontré l'ancien patron d'Automatic Industries qui lui, cherchait à vendre sa boîte. Donc la reprise s'est transformée en la création s'est transformée en reprise. Voilà et donc en 2006, voilà, donc si par rapport à la frise, la création de l'entreprise était en 95 et donc moi je l'ai reprise en 2006. Il y avait 5 salariés à l'époque, voilà et ça a été le début de l'histoire avec cette idée de se dire: «Bah, je sais pas trop» enfin moi j'ai vécu des choses fantastiques, j'ai envie de creuser ça et c'est finalement beaucoup plus et ça fait partie des principes de base de l'entreprise, de dire la question, ça n'est pas de l'argent, l'argent est une conséquence. Ça, c'est des trucs que je répète tout le temps. Je rabâche à mon âge. Et l'argent, c'est une conséquence, mais c'est pas un objectif. Si l'argent est un objectif, on n'est plus un homme libre. Donc, on fera plus ce qu'on aime. Alors, c'est une théorie à deux balles, peut-être, mais enfin, moi, ça me convient. Et voilà, ce qui fait que ça a été partagé aussi avec les salariés immédiatement en disant: «Ben, voilà, le projet d'entreprise, c'est de se développer. Il faut qu'on se développe relativement vite quand même, sans forcément, exploser». Parce qu'au départ, bah, je ne pouvais pas me payer vu qu'il y avait encore l'ancien patron, donc il fallait quand même qu'on se développe un peu pour que j'arrive à me payer, même si j'avais encore le chômage pendant quelque temps. Et il y avait l'ACRE déjà à l'époque, qui était bien pratique. Et voilà et dès ce moment-là, on a commencé, alors un peu avec l'expérience précédente, à se dire, voilà, quelles sont les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut finalement et alors à l'époque, personne mesurait du tout quand on voilà, quand on parlait des valeurs de l'entreprise, mais je crois que ça n'a pas tant évolué que ça tout le temps, hein. C'est que quand on met des mots en face des valeurs de l'entreprise, est-ce que c'est des mots ou est-ce que c'est vécu ou est-ce qu'il y a un fond et voilà. Donc les mots, on les a c'est un petit peu moi qui les ai posés au début avec un qui était le premier enfin le 1er mot, enfin le premier slogan, on va dire, c'était l'esprit d'équipe, entre autres la confiance, la transparence et c'est parti là-dessus avec des salariés qui adhéraient, bien à ces projets-là et avec ce deal aussi de se dire: «Il nous faut de la croissance, mais pas trop», parce que la croissance, ben, voilà, une entreprise, c'est comme un vélo, si on reste à l'arrêt, c'est dur de rester à l'arrêt, il faut quand même avancer un petit peu, pédaler un petit peu mais on ne cherche pas à aller trop vite, parce qu'on ne veut pas perdre le contrôle de ce qu'on est, finalement, de notre identité et puis de finalement, de notre plaisir de bosser ensemble. Voilà, donc c'est parti déjà de là, mais c'était le fruit de l'expérience d'avant, finalement et bah, c'est à peu près ce qui a guidé le parcours de l'entreprise globalement. Donc là, aujourd'hui, on est 120 personnes à peu près. Je suis en train de passer la main un peu, hein, là. Donc Mmh. depuis un peu plus d'un an, là, donc j'ai des gens qui sont arrivés après, hein, qui m'ont rejoint dans la foulée. J'ai récupéré mes anciens salariés, le responsable d'agence de Lyon, de mon ancienne boîte et le responsable d'agence de Grenoble, m'ont rejoint aussi dans Automatique Industrie assez vite, hein, dans les années qui ont suivi. Et voilà et puis au fil du temps, ben, ça a été vraiment ouais, de creuser ça et en laissant, alors à l'époque, la question d'entreprise libérée, j'en avais jamais entendu parler. Ça existait peut-être déjà. Isaac Getz, j'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais réfléchi aux questions de modéliser, d'avoir un modèle d'entreprise écrit, structuré, parce que de toute façon, j'en serais bien incapable, hein et et puis c'était plus, voilà, dans le mode expérimentation. J'essaie, je teste des trucs, si ça marche pas, bah, on change, voilà et c'est comme ça que j'ai appris de me dire, bah, faut surtout pas
surtout pas avoir peur de l'échec et se rendre compte que souvent on s'attache à des trucs qui marchent pas, juste parce qu'on a peur d'autre chose et laisser l'initiative aux salariés, ben, je me suis rendu compte que ça me crée une liberté incroyable et c'est ce que je dis maintenant. Enfin, quand je vois le nombre, de chefs d'entreprise, mais aussi de managers de grands groupes et encore plus les managers des grands groupes, le stress qu'on peut avoir, alors que finalement, en laissant faire, on se crée de la liberté, quoi. Et puis après, il y a eu des petites choses qui se sont inscrites au fil du temps. C'est un peu ce qui est marqué sur la ruche, là. Le vrai patron n'est pas le PDG, mais le projet. Heu, Ça rejoint un petit peu le côté but, l'argent ne doit pas être un but. C'est, ce côté ne pas confondre avoir le pouvoir et faire autorité. Ça, c'est des sujets, qui me paraissent essentiels et qui sont des choses que moi j'ai toujours cultivées. Ça veut dire du travail sur la compétence, par exemple, ce que la structuration des projets, par exemple, se dire, ben, on travaille en mode projet, on a du contrôle de gestion en interne, on a un contrôle de gestion de malade, hein. C'est un truc en contrôle de gestion, enfin, je suis auvergnat, mais un chou, c'est un chou, quoi. On compte, hein. Par contre, il y a beaucoup de liberté autour, mais on a pas mal de process, donc quand même, mais avec cette idée de se dire les process, ils doivent être, pour des sujets importants et pour ce qui n'est pas important, bah, c'est pas la peine d'en avoir. Donc, dans les prises de décision, donc et toujours en se disant, la priorité, c'est la compétence et si, sur un projet quel qu'il soit, c'est le jeune ingé qui vient de débarquer qui a la compétence et ben, il faut absolument pas, confier, le projet à quelqu'un d'autre que cette personne-là. Donc, ça aussi, il y a tout un ça, on a beaucoup lutté aussi par rapport à nos clients. Puisque nous, on est une société de service en automatisme, donc on travaille avec des clients qui nous font travailler ben, en mode projet, justement, sur des projets. Et c'est vrai que très souvent, on s'est rendu compte que le client, bah, qui a son chef de projet, lui, dans une structure très pyramidale, a besoin d'avoir un chef de projet en face de lui, alors que ça n'est pas forcément la personne qui a la meilleure compétence. Peut-être que la meilleure compétence, c'est le développeur, mais n'empêche que le chef de projet, par rapport à son statut de client, veut un chef de projet en face de lui. Donc il a fallu qu'on travaille, beaucoup ce genre de sujet. Donc on a beaucoup travaillé la question de la responsabilité, le responsable fonctionnel et du responsable hiérarchique. Un exemple que je prends souvent aussi, c'est quand on a travaillé justement le sujet du responsable hiérarchique, qu'est-ce que c'est qu'un responsable hiérarchique? On était à l'époque, je sais pas, on avait une dizaine de managers à l'époque, hein, peut-être même pas, je sais plus. Et Et pour tous, dans les 3 premières réponses, il y avait prendre des sanctions. Donc finalement, pour beaucoup de gens, être responsable hiérarchique, c'est juste être capable de dire à des personnes: «Tais-toi, je suis le chef, c'est moi qui ai raison». Quand on est en difficulté, c'est de dire, voilà, bah, arrête, c'est moi qui décide maintenant. Et donc là, il y a eu un travail de fou parce que c'était extrêmement compliqué. Alors moi, je l'avais dans ma tête, mais j'ai eu du mal un peu à le mettre en forme, de dire l'important dans une entreprise, c'est le responsable fonctionnel, c'est celui qui est responsable du projet. Les ressources, elles sont communes à l'entreprise. Le patron n'est pas plus important que l'assistante à l'accueil, que la personne qui fait la paye, que le chef de projet. Donc, c'est de se dire un projet, on commence à créer de la hiérarchie quand il s'agit du projet, avec un chef de projet, avec des gens qui vont, chacun avoir une partie du développement et puis quelqu'un qui coordonne. Mais au quotidien, il n'y a pas besoin de chef. C'est que le dirigeant de l'entreprise, il a besoin d'être là, dans la réunion, uniquement finalement quand il y a besoin de ses compétences, c'est-à-dire uniquement, moi en ce qui me concernait, c'était surtout, pour arbitrer des situations où les gens n'étaient pas d'accord ou pour trancher sur des questions d'argent, en fait. Donc ça veut dire que lorsqu'une idée qui est émise, par un collaborateur ne coûte rien et que ça semble, plaire à tout le monde, bah, il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas la décision seuls. Et ensuite, par contre, bah, donc ça, on l'a modélisé avec des écrits, hein, parce que chaque fois qu'on a franchi un peu des étapes un petit peu importantes, il a fallu quand même qu'on écrive
Donc, on a écrit une charte innovation, par exemple, on a écrit un pacte innovation, parce que c'était l'étape, la marche était un petit peu trop haute, donc il fallait qu'on se structure. Et pareil, chaque fois qu'on a écrit des trucs, dès que ça a fonctionné, on a tout de suite oublié les écrits. Donc finalement, si on va dans les archives, on retrouve plein de trucs qui sont tombés à la poubelle, des choses qui ont été un peu des process, mais qui sont devenus génétiques après. Et à partir du moment où c'est génétique, il n'y a même plus besoin de le rappeler, c'est transmis tout seul. Par contre, ce travail d'entretien, on l'a on l'a fait en permanence aussi. Et puis là-dessus, ce qu'il faut greffer, c'est un petit peu le sujet de la confiance. Là, ce qui est marqué sur la ruche aussi, c'est se battre contre les mauvaises pensées. C'est toi qui l'avais formulé comme ça, Odile, quand Mmh. on a fait le poster. C'est souvent terrible, c'est qu'on a toujours tendance à penser que les autres nous veulent du mal ou que les autres vont faire moins bien, et alors qu'à la base, c'est faux. Et on a souvent tendance à penser que le problème, c'est l'autre, et, et, et de confondre le problème avec la personne ou d'associer le problème à une personne, alors que simplement, la personne qu'on a en face de soi, elle a sans doute le même problème que nous, sauf qu'elle ne le comprend pas pareil et elle ne le traite pas pareil. Et du coup, on a l'impression que c'est un tel qui est responsable du problème, alors que non, il a même le même problème que nous. Donc, cette question, voilà, de travail, de se dire, l'autre ne me veut pas forcément du mal, il n'y a pas de raison qu'il m'en veuille. Par contre, s'il a le même problème que moi, ça sera intéressant que j'arrive à discuter. Du coup, il faut créer de la confiance, et il faut se découvrir un peu. Et pour se découvrir un peu, faut être transparent. Donc, faut dire ce qu'on ressent d'une manière quelconque. Alors moi, j'ai fonctionné beaucoup avec des mails, parce qu'on a quand même, les gens ne sont pas toujours dans l'entreprise. Donc c'était beaucoup de communication, sur l'état de l'entreprise, sur les difficultés rencontrées, là où on gagne de l'argent, quand on en perd. Quand il y a eu des moments plus tendus, c'était de dire, voilà, 20 minutes. Alors justement, se battre contre les mauvaises pensées, je partage ce que tu as expliqué, mais concrètement, comment tu ou l'entreprise s'y est pris? Alors là, c'est beaucoup moins. Après, ça a été relayé pas mal, parce qu'il y a une responsable RH et RSE qui est venue chez nous, hein, donc, et puis très sensible à ce genre de sujet. C'est rabâché, quoi, hein. Puis c'est illustré par l'exemple. C'est vraiment ce côté droit à l'erreur. Ce côté, on a un exemple, par exemple, où je suis vraiment très fier, parce que je pense qu'il y a très peu de boîtes qui l'est. C'est qu'on a créé un wiki, partage de connaissances finalement. Donc chaque fois que quelqu'un a un problème et l'a résolu, il le met à disposition des autres dans le wiki. Et puis on a un mail général aussi, où l'ensemble des personnels, alors ça pollue énormément les messageries, mais c'est vraiment intéressant, c'est que chaque fois que quelqu'un a un problème, où qu'il soit dans le monde, il envoie un mail en disant: «Voilà, je suis bloqué, je ne sais pas faire ça, qui peut m'aider?» Mmh. Et là, il y a systématiquement des réponses. Et ça, c'est des trucs, les personnes qui rentrent dans l'entreprise, au bout d'une semaine, elles le font. Mmh. C'est incroyable. Et ce côté-là, c'est là que je dis que je suis assez fier. Ça veut dire on a quand même obtenu une culture d'entreprise qui fait que les gens n'ont absolument pas honte, ne sont pas gênés de dire qu'ils ne savent pas faire et Mmh. qui sont incompétents. Mmh. Et souvent, moi, je dis que je suis incompétent aussi, parce que c'est vrai, on est tous incompétents. On en a tous, on a plein de compétences, mais on a plus d'incompétences que de compétences souvent. Mais souvent, on a plutôt tendance à les cacher parce qu'on a peur du regard de l'autre, parce que on a peur d'être jugé, on a peur d'être sanctionné. Donc voilà. Et ce côté, dire, bah non, il n'y a pas de. Alors, si quelqu'un fait la même boulette tout le temps, et que parfois on a été amené quand même à se séparer de certaines personnes, hein, faut pas dire que c'est le meilleur des mondes non plus chez nous, quoi. Mais globalement, ce côté confiance est incroyable. Et ça, le retour sur l'investissement, il est gigantesque. Mmh. Parce que là où les gens vont perdre énormément de temps à essayer de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et à cacher leurs problèmes, nous, le problème est résolu dans l'heure qui suit. Donc, en rentabilité, c'est incroyable, quoi. Mmh.
Pascal, quels sont, tu parlais de droit à l'erreur. Toi, dans cette dynamique-là, effectivement, de mettre en place cette démarche de confiance, où est-ce que tu as fait la plus grosse erreur? Où est-ce que tu as fait une erreur? Là, où est-ce que tu t'es trompé? Ou tu as l'impression que tu aurais dû faire autrement? J'ai un vrai problème aussi, c'est que je regarde jamais dans le rétroviseur. D'accord. Mais non, je sais pas, après des erreurs où j'en ai fait, par exemple, oui, c'est sur l'innovation. Bah, je parlais de l'innovation, par exemple, là, tout à l'heure. Un mot, je sais plus, bah, ça doit apparaître quelque part dans la frise. Ah oui, groupe innovation 2008. J'ai créé un groupe innovation. Je dis, bah tiens, il faut absolument qu'on innove dans la boîte. Là, j'en ai marre que ça vienne de moi. Donc, on va innover. Et j'ai dit, on va créer un groupe innovation. Et puis là, en bon patron pyramidal, là, j'y suis allé en disant, bah tiens, toi, toi et toi, vous êtes innovants, là, tous les trois. Donc, on va créer un groupe innovation. J'ai lancé officiellement le groupe innovation. Et, et puis, quelques temps après, j'étais pas super satisfait. Et comme de temps en temps, on fait assez régulièrement appel à des gens extérieurs aussi pour avoir l'effet miroir, euh, on a fait une petite enquête sur l'innovation dans l'entreprise, sur le bien-être, enfin sur le bien-être à la base des salariés, sur la façon dont ils se sentaient. Et il y avait tout un paquet de questions. Et il y avait entre autres là-dedans des questions sur l'innovation. Et je me suis donc il y avait une question. L'ensemble des questions, c'était du 4,7, 4,8 sur 5, c'était un plébiscite total. Et puis sur l'innovation, il y avait une question qui était de dire est-ce que vous pensez que l'entreprise innove? Là aussi, on devait être à 4,7 ou 4,5. Il y avait une question et à quel niveau vous êtes impliquez-vous dans l'innovation? Et là, c'était 3,2, 3,5, je ne sais pas, la plus mauvaise note du truc. Et là, je me suis dit, ben, c'est bien, c'est qu'en fait, on a fait quand même, on fait que tout le monde pense dans l'entreprise que l'entreprise innove, mais en fait, les gens attendent l'innovation des autres, sont fiers que les autres innovent, mais ne sont pas au courant de ce qui se fait dans la boîte, finalement. Donc bah, là, j'ai cassé le groupe innovation immédiatement et on a retravaillé en collectif complètement, en mettant tout le monde à plat. Et, euh, et là, on a eu un gros travail pour se dire qu'est-ce que c'est que l'innovation. L'innovation n'est pas que technologique. L'innovation, n'importe qui peut en amener, le débutant, l'assistante, quel que soit son secteur d'activité, le dirigeant. Et à partir de là, comment on favorise l'innovation? Pour favoriser l'innovation, ça veut dire aussi se faire confiance, ça veut dire interdiction de se moquer. Donc, si l'idée paraît mauvaise, eh ben, elle n'est jamais mauvaise, parce que même une idée qui peut paraître, donc, on ne doit pas rire d'une proposition. Et ensuite, la personne qui a apporté la proposition doit essayer de la développer si elle a envie de le faire et doit être accompagnée. Voilà. Je résume très vite ce qu'on a Ok, fait. ça marche, merci. Donc, Anne-Sophie a une question. Vas-y, Anne-Sophie. Oui, c'est bien beau de dire que, alors toi et peut-être l'équipe de direction, vous voulez de la confiance et jouer la transparence et se dire les choses, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un middle management qui pourrait avoir envie de bloquer toute cette transparence et qui empêche justement ou qui retient de l'info ou qui joue pas le jeu? Alors ça, Est-ce que tu as été confronté à ça? Est-ce que ça existe? oui, bien sûr. Alors là aussi, on a mis culturellement donc, la possibilité de court-circuiter la hiérarchie. C'est-à-dire que c'est normal, c'est bien que c'est le devoir des gens d'aller voir le N+2 si ça ne va pas bien avec le N+1. Donc ça, c'est pour ça voilà, je parlais du responsable fonctionnel, par exemple, il y a aussi le responsable hiérarchique qui est lui finalement le référent permanent. Alors il n'est pas hiérarchique en réalité, mais on l'a appelé comme ça. C'est la personne qui va faire passer l'entretien individuel, c'est l'entretien pro. C'est la personne chez qui on peut aller se plaindre finalement s'il y a un problème avec son manager fonctionnel. Euh, et, euh, et là aussi, je pense qu'on a vraiment bien réussi. C'est aujourd'hui, quand une personne vient me voir, c'est jamais mal pris. Il n'y a jamais l'impression de court-circuiter. Et ça, c'est un vrai problème dans beaucoup de boîtes. Alors peut-être les plus grosses aussi, hein, parce on n'est jamais que 120, nous. Hein. Mais même ce principe de dire, mais pourquoi tu es allé voir le manager qui va dire à son subalterne, mais pourquoi tu es allé voir mon patron? Là, tu m'as court-circuité, tu es un salopard et je vais te le faire payer très longtemps, quoi. Ça existe dans plein de boîtes qui font que finalement, les gens ont des problèmes.
n'en parlent jamais et puis se disent après coup, bah, je l'avais bien dit, hein. Ah, je l'avais bien dit. Et ça, c'est vachement confortable après comme position. On peut s'installer dans ce confort-là. Donc ça, on l'a eu. Et par contre, pour le coup, si un manager pratique ce genre de choses chez nous, il y aura vraiment des problèmes. Parce que ça, pour nous, c'est du domaine de la faute. Mmh. Ok, merci Pascal. Héloïse a une question. Oui, je voulais savoir si c'est fonctionnement humain, parce que finalement, moi, je trouve que c'est très humain, en fait, comme fonctionnement dans l'entreprise. Est-ce que, du coup, ça vous a amené aussi à vous re-questionner sur, je dis vous, je parle de l'AI, mais Ouais. sur, en fait, votre organigramme, en fait. Est-ce que ça a eu un impact sur Mmh. l'organigramme et du coup les casquettes de chaque personne, ou c'est venu de manière plus culturelle, comme tu disais? Alors moi, j'ai toujours refusé d'avoir un organigramme. Et ça, D'accord. j'ai lutté contre tout le monde, tout le temps, enfin souvent, pour éviter l'organigramme. Et justement, alors on représentait des patates plutôt, avec des fonctions, avec des choses comme ça, mais surtout pas cette notion d'organigramme. Et quand je parlais un petit peu de pyramide, je parlais plutôt de pyramide inversée, dans l'exemple de se dire, bah, finalement, le principe de l'entonnoir est bien plus intéressant, c'est que c'est la, euh, c'est la personne, c'est la base de la pyramide finalement qui décide, et lorsqu'elle ne peut pas décider, bah, ça descend, et ça n'arrive aux dirigeants que finalement les, les- les problèmes les plus importants. Voilà. Mais cette question-là, oui, c'est, euh, euh, il a fallu qu'on travaille pas mal. Et là, ce qui était super marrant d'ailleurs, c'est que là, quand j'ai commencé à passer la main, ça fait 1 an et demi hein, que j'ai commencé à transférer un peu tout ça, l'organigramme est réapparu, quoi. Et l'organigramme, celui que je déteste le plus, c'est qu'on fait un truc qui est tellement compliqué dans une petite boîte parce que chacun a plusieurs rôles. C'est qu'on a l'impression dans une boîte de 120 personnes d'avoir un organigramme d'une boîte de 200, de 2000, parce Mm. qu'on retrouve la même personne dans plusieurs cases à plusieurs endroits parce qu'elle a des rôles transverses. Et ça, ben, quand je disais il y a besoin parfois, moi ça m'a fait peur. Je dis punaise, bah tant pis, enfin je m'étais dit tant pis. Et en final, cet organigramme-là, il y a eu besoin de l'avoir pour rassurer les gens. Ceux qui me remplaçaient, finalement, ils ont eu besoin de dessiner la structure de la boîte et ils l'ont dessiné sous forme d'un organigramme. Et là, je leur ai dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Et finalement, cet organigramme, il a redisparu. Et là, maintenant, on ne le voit plus. Mais il a fallu qu'on repasse par là. Ouais. Et, euh, et Mm. ce- et c'est exactement ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que chaque fois qu'on a voulu faire une étape importante, il a fallu écrire, il a fallu un peu mettre des process pour les oublier après, quoi. Et, Mmh. ça, D'accord. je l'ai vécu 3-4 fois facilement. Mmh. Mm. Pascal, quelles sont les 2-3 choses clés très concrètes qui différencient AI d'une autre entreprise? Si tu avais des choses à faire, un peu une liste à l'après-vert, là. 2-3 points qui permettent qu'on puisse illustrer, enfin visualiser que c'est les deux, trois choses très différentes. Voilà. Moi, je dirais, il y a ce côté collectif, hein, ce côté entraide. Je pense que c'est différent. Ce côté confiance, enfin, le droit à l'erreur. Moi, je pense que le droit à l'erreur. Alors, je ne sais pas si tous les salariés le diraient de la même manière, parce que ce côté droit à l'erreur, ce que je disais, on est en termes de gestion d'affaires, de gestion de projet, je parle de professionnalisme, c'est-à-dire il y a un niveau d'exigence qui est très élevé. Donc, les gens, quand même, se mettent en pression en termes de résultats. Il y a de la pression sur le résultat. Par contre, on essaie de faciliter ce résultat par un environnement qui fait qu'on on ne se méfie pas les uns des autres par tout ce qui est chronophage. Et puis ce côté de dire, bah, prends l'initiative et euh, derrière tu n'auras pas de reproche même si tu te plantes. D'accord. Ouais, Ok. c'est peut-être ça, le côté wiki, mais Mmh. ça tourne autour de ce sujet-là. Mais on D'accord. n'est pas parfait. Si on prend le côté, le profil disque, par exemple, hein, les 4 couleurs, Mmh. là, on est très vert. C'est Mmh. normal qu'on soit très vert, c'est très esprit d'équipe, quoi. Sauf que ça, parfois, bah, c'est un boulet parce que c'est chiant, parce que ça ralentit la prise de décision.
Donc des fois, c'est un petit peu agaçant. Donc, enfin, chaque organisation a un peu ses problèmes, hein. Moi, après, le verbe me convient bien, mais parfois, il faut du temps au vert, quoi. Tu peux rappeler le verre, c'est quoi? C'est plus de l'empathie? C'est Non, l'empathie, c'est l'esprit l'empathie, d'équipe, c'est ça. voilà. Donc ça, Ok. souvent, on s'attend un petit peu. Et ça peut être le Mm. problème que des gens vont regretter chez nous, hein. Ça va être de Mm. dire, oui, mais les managers s'attendent un peu les autres pour décider ensemble. Mm. Donc les D'accord. processus de décision sont plus longs. Un peu Mais plus long. par contre, Ils sont costauds. ils sont Mm. forts après. Ouais. Mm. D'accord. Audrey a une question. Vas-y, Audrey. Oui, moi j'avais une question sur cette couleur particulière de l'entreprise. Est-ce que c'est un atout pour favoriser l'attrait de nouveaux talents? Est-ce que les gens sont plus attachés, ont un sentiment d'appartenance plus élevé à l'entreprise? Est-ce que le taux d'absence est plus bas? Enfin, qu'est-ce que ça a produit comme autre indicateur que celui de la performance Bah, d'engagement? la rentabilité de l'entreprise, alors je dirais c'est le premier des sujets, hein, dans la profession où on a quand même une rentabilité qui est incroyable avec des gens qui ne font pas des heures sup. Ça aussi, hein, on n'est pas passé au forfait jour, par exemple. Ça, c'était un choix de dire on est aux 35 heures, donc il n'y a pas de RTT. On a une compensation des jours fériés qui sont les week-ends, c'est tout, donc c'est entre 2 et 4 jours par an. Mais tout ça parce qu'on se dit bah, les gens doivent être chez eux à 17h30 ou partent du bureau plus tard à 17h30. S'il y a des heures supplémentaires, elles sont payées, qu'on soit cadre ou qu'on soit non cadre. Donc tout le monde est traité pareil, entre cadre et non cadre, ça aussi. Mm. Et donc finalement, on arrive à avoir des très bons résultats en ayant ça. Et après, bah, c'est un petit peu la question d'après. C'est vrai que bah, le Covid a quand même changé les choses. La question du télétravail, les questions de bah, l'ambiance sociétale, je dirais, et il me semble, change quand même un petit peu les choses. Donc on a un petit peu plus de turnover qu'avant, mais je pense que c'est lié aussi au marché de l'emploi, hein, qui est très tendu, mais on se pose des questions là-dessus, effectivement. L'absentéisme était très, très faible. Il a augmenté aussi, comme dans beaucoup de boîtes, hein, mais il reste très bas, hein, je sais plus, on est à 50, je crois, quelque chose comme ça. Donc, mais on était, je crois, à 0,7%, il me semble, d'absentéisme. Donc, c'était en englobant tout, hein, donc, c'était vraiment très, très faible. Ça a augmenté un petit peu aussi. Mais c'est ça, enfin, moi je pense que la rentabilité économique est là-dedans parce que finalement les gens sont les mêmes, hein. On a les mêmes écoles, on a les mêmes types de personnes, mais c'est ce sentiment de devoir des uns envers les autres et puis de gestion du stress, se dire on doit aussi se faire plaisir au boulot. Ok. Une dernière question? On arrive. Oui, Oui. j'ai une question. Dans les... Pardon, vous avez parlé d'innovation et c'est vrai que je me questionnais à savoir est-ce que vous valorisez vos démarches d'innovation participative dans vos recrutements? Oui, on en parle beaucoup, ça. On en parle beaucoup. Ah oui, oui, bah ça, il y a un terme qui s'appelle AI compatible, hein, donc c'est un client qui avait inventé ça un jour en envoyant un CV qui nous a dit, bah, je pense que lui, il est AI compatible ou elle, je ne sais plus, il est AI compatible. On s'est dit, mais c'est génial parce que pour qu'un client dise que la personne est AI compatible, ça veut dire que c'était EDF, ça veut dire qu'il nous voit autrement et qu'il nous voit une culture d'entreprise. Et ça, ce terme-là, il est repris par tout le monde. Et au recrutement, oui, et c'est là que ce sujet, ça convient pas à tout le monde. On a eu des échecs en recrutement, notamment les personnes qui ont besoin oui, qu'on leur dise ce qu'il faut faire, quoi. Donc, ça peut être plus dur. On a repris une boîte là, qui s'appelle Eurosystème en redressement judiciaire en 2018. Il y a des gens qui étaient une entreprise très hiérarchique et avec un patron qui décidait de beaucoup de choses. Ben, on a eu des gens qui ont eu du mal à s'intégrer dans l'équipe. Ou des gens ouais, qui me disaient, je me souviens, ça me faisait assez rire en disant, non, mais c'est quoi votre histoire de mail là? Mais on reçoit des mails en quantité. Il y a la blague du vendredi aussi, où avant c'était toute la semaine, on a dit c'est seulement le vendredi maintenant, où c'était des blagues parfois un peu grasses, parfois ça en a un peu limité aussi. Et à l'époque, les gens, après avoir été repris, disaient, non, mais c'est quoi cette boîte? Mais vous bossez quand, quoi?
Et, et je leur avais répondu à l'époque, bah, écoutez, je ne vais pas être méchant, mais voilà, vous étiez en redressement judiciaire. Nous, on sort 10% de résultat net en moyenne, même plus. Donc, bah, peut-être qu'on bosse quand même. À vous de voir aussi à quel moment on bosse. Et finalement, il ne faut pas confondre le travailler et puis le travail et le temps de présence, quoi. Et ça aussi, nous, on ne valorise pas du tout le temps de travail, le temps de présence. Quelqu'un qui est là à 18h30 le soir, si on a pu le repérer plusieurs fois, on va aller voir pour savoir s'il y a un problème. Parce que pour nous, c'est pas normal d'être là à 18h30 plusieurs fois. Alors, ça peut être lié à un projet en particulier, mais ça aurait dû nous être signalé. Mais sinon, c'est vraiment ça. Super, merci. Mais après, on a des prud'hommes aussi, hein. On a eu, moi j'en ai, alors pas beaucoup, mais on a eu des ruptures conventionnelles. Après, ce que disait la juriste, hein, chez nous, disait, bon, globalement, statistiquement, que l'entreprise soit avec un management cool ou un management dur, le nombre de prud'hommes est à peu près le même. La grosse différence, c'est la gravité. Et, mais ça veut dire que même quand on est dans le confort, bah voilà, enfin, quand on n'a qu'à écouter la télé, parfois on a l'impression que le français est le plus malheureux du monde et le plus miséreux du monde, hein. Donc c'est un peu, ça vaut chez nous aussi, hein. Il y a des gens qui sont pas contents, il y a des gens qui se plaignent. Après, on fait des choses comme du mécénat de compétences, par exemple, avec des associations type la Banque alimentaire, les Jardins de la solidarité d'insertion, notamment, pour que les gens aillent voir un petit peu là où sont les problèmes, quoi, les vrais, quoi. Voilà, c'était terminé, non? Je ne sais pas. Je crois que c'est terminé, ouais. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Pascal de ton témoignage et de ton authenticité. Enfin, je trouve et de ta simplicité. Enfin bref, je me permets de te faire ce Après, si vous retour-là. avez d'autres questions par rapport au poster à l'occasion, enfin, vous pouvez me recontacter aussi avec plaisir. Super, la porte est ouverte, donc c'est ce J'aurais pu que. parler de la convention, j'en parle souvent aussi de notre convention ou la fête de nos 10 ans, là, qui ont été organisés à 100%. Je peux en parler vite fait? Allez, vas-y, bien vite fait, hein. Une minute. Ça a été vraiment déterminant chez nous. Ouais. C'est qu'en fait, on a fait, pour nos 10 ans, on a fait une convention de 3 jours. On est allé au Maroc, là où on faisait d'habitude une journée sur un château ou une salle au Stade des Alpes ou des trucs comme ça, où on rassemble toute l'entreprise une journée sur le temps de travail. Et on est allé à Marrakech pour nos 10 ans, les 10 ans de la reprise. Et l'année suivante, on est allé dans le Nord-Isère, dans un château. Et puis là, les gens ont dit, bah ouais, c'était quand même vachement bien Marrakech. Est-ce qu'on ne pourrait pas refaire l'équivalent, un truc à l'étranger? Et là, j'ai dit, bah ok, mais à prix équivalent de Château Cornu, je crois, c'est ça, Nord-Isère. Et les gens sont revenus quelques peu de temps après, c'était 3-4 salariés qui s'appellent maintenant le COC, le comité d'organisation de la convention, et qui sont revenus en me disant, bah, ça y est, on a trouvé, on va aller 3 jours à Londres pour le prix du Nord-Isère. Je leur ai dit, alors là, j'ai un problème. J'aurais donné tous les budgets, hein, comme ça nous a écoutés dans l'organisation et tout. Ils nous ont dit, bon, la journée perdue de facturation, on est X salariés, le taux moyen de vente, c'est ça. Donc voilà ce que ça coûte, la location du château, la salle, les intervenants, un truc comme ça. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on fait à Londres, on a tous les budgets, on est allé voir une agence de voyage. Et par contre, pour rentrer dans le truc, c'est qu'on prend une journée de congé. Donc, toute la facturation, finalement, n'est pas perdue. Donc, ça veut dire que l'équivalent facturation, on le met côté convention. On dort à 2 par chambre. Et ça passe, on a le même prix. Donc, voilà. Et je me suis retrouvé, et on s'est tous retrouvés invités à Londres parce que les repas étaient organisés. Là, on avait la carte de transport en commun. On visitait les trucs ensemble. Il y avait plusieurs groupes qui s'organisaient, qui se baladaient. Il y avait des thématiques. Et on travaillait une demi-journée le samedi matin où on était quand même sur une vraie convention. Mais le reste, c'était du plaisir. C'était des sorties en boîte de nuit. Et voilà. Donc, le bilan, c'est que moi, j'étais invité par ma propre boîte et zéro stress. Tout était porté par les gens. Et depuis, on fait ça tous les ans. La différence, c'est qu'après, on a eu Barcelone. L'année dernière, les gens se sont dit, bah non, on ne veut plus prendre l'avion. À Barcelone, déjà, il y avait des gens qui n'avaient pas voulu prendre l'avion, qui ont voulu venir en train.
L'année dernière, ils ont dit, on ne prend plus l'avion pour des questions environnementales, donc on va à Turin. Et cette année, ça va se passer à Carcassonne pour les mêmes raisons. Super. Bah, je pense que ça illustre bien l'état d'esprit. Merci. Et le lâcher prise, mais moi, j'arrête pas de le dire, mais Mm. qu'est-ce que c'est dommage de ne pas lâcher prise. Qu'est-ce qu'on perd? C'est fou, quoi. En stress. Moi, je suis juste pas stressé, quoi. Oui, tu nous en fais la démonstration. Merci, Pascal. Merci. Et merci de m'avoir inspiré sur l'entraide, notamment. Super. Merci. Et tu passes la parole à Je passe la parole à Anne-Sophie. Anne-Sophie. Est-ce que tu nous entends? Je sais qu'elle est au micro, elle est au téléphone dans sa voiture. Non, je pense que c'est. Donc, passe à Héloïse. Héloïse. Ok. Eh ben, je suis contente de ne pas avoir raté cette visio, d'avoir été là. Et non, vraiment, Pascal, continue comme ça. Vraiment, c'est super chouette d'avoir un dirigeant avec ces valeurs-là. Et c'est très, très inspirant et motivant aussi pour la suite. Ouais. Oui, alors moi je suis super contente d'avoir pu avoir cette seconde chance parce que Pascal, j'ai pas eu l'occasion d'avoir son témoignage et pour autant on avait pu échanger. J'étais déçue de pas avoir pu être présente. Donc voilà, merci Audi. Ce qui concerne ce que je retiens, eh bien, il y a le lâcher prise en fait qui est un équilibre finalement pour le dirigeant par rapport au stress et aux responsabilités qu'il peut avoir et qu'en fait en valorisant ça, peut-être qu'on motiverait d'autres dirigeants à transmettre cette belle énergie positive dans d'autres entreprises. Puis je vois aussi ce lien entre ce qu'il a pu observer dans ses anciennes vies pro et cette envie de reproduire autrement. Donc voilà, je garde ça en tête. Et puis il y a plein d'autres choses, mais bon, je vais passer la main. Voilà. Et donc je passe la main à Audrey. Merci. Eh bien, merci Pascal pour ce témoignage. Je n'avais pas pu venir te voir non plus, donc je suis très contente d'avoir eu cette seconde chance. Moi, ce que j'en retiens, c'est que souvent, quand on dit qu'on veut lâcher prise, on sent que ça nous provoque une tension profonde et qu'en fait, ça nous met en insécurité. Et en fait, ce que renvoie ton témoignage à toi, c'est que lâcher prise, ça t'a apporté une sérénité incroyable. Et donc, c'est ça que je retiens, en fait, de ton intervention, au-delà de tout ce qui a déjà été dit. Et je passe la parole à Pascal, justement, pour que tu nous, peut-être, dises ce que tu as tiré de cet échange. Tu as fermé ton micro, Pascal, il faut que tu le rouvres. Oui. Merci d'avoir été là, puis merci pour ce que vous avez dit. Moi, j'essaie de témoigner le plus possible, justement, parce que ce côté, je pense qu'on rate sa tranquillité par peur, et souvent, ce qui nous fait avancer, c'est la peur et c'est pas la confiance. Et souvent, c'est souvent le cerveau reptilien qui prend le dessus. Et à ce que j'ai évoqué là, j'ai eu l'occasion de le tester sur l'association de Centralpe, par exemple, à mobiliser des gens. Enfin, ça a des effets incroyables. Là, je suis sur le président du conseil de développement du Pays Voironnais. C'est la même chose. Donc, finalement, ça devient presque une méthode, mais ça marche, quoi. Donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est essayer, ça marche. Il ne faut pas se poser la question. Et je ne suis pas du tout dans les modèles. Enfin, moi, voilà, le modèle de l'entreprise Opal, par exemple, c'est le sujet peut-être dont je suis le plus proche maintenant, mais on s'en fout un peu du modèle. C'est qu'est-ce qui nous correspond et qui correspond à sa boîte. Et si c'est un modèle, mais viser un modèle, c'est pareil. C'est comme se dire, je veux gagner de l'argent, je veux viser un modèle, je veux être certifié truc. C'est un passage, ça doit être un passage éventuellement, mais ça ne peut pas être un objectif seulement. Super. Merci beaucoup, Merci, Pascal. puis merci pour vos commentaires aussi. Il y avait un truc, peut-être, c'est vous n'avez pas parlé d'argent, ça me rassure quelque part, parce que j'avais aussi le sentiment que parfois, avec peut-être l'inflation, alors je suis moins dans l'entreprise, donc j'ai plus de mal, mais je suis dans pas mal de réseaux et j'essaie d'écouter un petit peu. Donc, et c'est vrai que ce sentiment aussi, peut-être que est-ce que les gens ne changent pas un peu plus aussi pour l'argent, parce qu'il y a ce problème d'inflation, et finalement, est-ce qu'ils ne renoncent pas parfois au sens pour avoir un peu plus d'argent? Alors, ça dépend peut-être des catégories aussi de personnes. Tu as des retours qui sont pas enfin, tu n'as pas eu des retours sur ces. Enfin, l'avis est plutôt divergent là par rapport à ce que j'ai compris en tout cas. Ouais, mais On en a parlé. On en a parlé et c'est moi qui ne l'ai pas dit. Et, je me rends compte que je retiens vraiment que ce qui m'arrange. On a parlé.
On a parlé aussi quand même. Ça peut être un argument aussi. Ouais. D'accord. Eh ben, écoutez, moi, je voudrais vraiment remercier encore une fois, Pascal, pour ton exemplarité, ta simplicité, ton humilité. Moi, je trouve que c'est très chouette. Ça fait du bien de voir des patrons comme ça. Et visiblement, tu es SEM et c'est chouette. Donc, et d'avoir contribué à ça. Puis merci à vous parce que tout pareil, vous avez aussi fait preuve, je trouve, voilà, de simplicité, de curiosité. Et j'aime beaucoup, effectivement, pouvoir vivre ce type de moment avec vous. Donc, un grand merci. Je vous dis au revoir. Je suis